Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox Soir, votre rendez-vous quotidien d'information entre 19h et 21h. 2 heures d'actualité commentée, analysée et décryptée. Au programme ce soir, cette autre crise au sein de l'Union des populations du Cameroun avec pour point d'ancrage la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Si pour son secrétaire général, Balaguel Cotte, Paul Biya reste l'homme de la situation, pour cela, l'UPC devrait s'aligner derrière lui pour un autre mandat de 7 ans. À la tête du pays, pour Habiba Issa, présidente élue à l'issue du congrès des 6, 7 et 8 octobre 2017, il est hors de question pour le parti historique de s'aligner derrière ce candidat. Et pour cela, elle se présente aujourd'hui comme candidate à la candidature, la prochaine présidentielle. Et en deuxième partie de ce magazine, toujours en rapport avec la présidentielle 2018, nous allons revenir sur l'incident de Maroua où les gadgets du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ont été purement et simplement brûlés lors d'un meeting du RDPC présidé par Kava Yege Djibril, première personnalité ressource pour l'extrême nord du RDPC et non moins président de l'Assemblée nationale. Nous essaierons également de comprendre, voire de décrypter le boycott du meeting de soutien de Paul Biya à Kribi. C'était samedi dernier par le sénateur RDPC du Sud, Grégoire Bamba. Pour en débattre aujourd'hui, pour en parler, j'ai avec moi Alex Gustave Azébazé. Bonsoir, vous êtes journaliste? Oui. Voilà. Bonsoir et bienvenue à Equinox Soir. Hein. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les autres panélistes. Je suis heureux de découvrir cette émission. Peut-être les téléspectateurs la connaissent mieux que moi, mais c'est la première fois que j'en entends parler. C'est la première fois aussi que j'en suis l'un des invités. Voilà, vous ne serez pas seul hein, aujourd'hui, il faut le voir. Georges Sémé, bonsoir, vous êtes journaliste aussi. Tout à fait, bonsoir à vous, monsieur Otto. Bienvenue. Merci. Equinox Soir. Hein. Equinox Soir, merci de m'avoir invité pour la première fois. Pour la première. À la première d'Equinox Soir. Ok. Également, Bombo Kaïdje Bekan, que tous les téléspectateurs d'Equinox connaissent bien. Il est journaliste également, Bombo. Bonsoir, monsieur Outou. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. C'est un honneur de m'avoir accepté à Equinox comme consultant et c'est également un honneur, un privilège pour moi d'être choisi parmi les consultants d'Equinox pour l'ouverture d'un programme comme celui-ci. Equinox Soir. Voilà, elle va nous rejoindre dans un instant. Habiba Issa, président élu, il faut le dire, il faut le reconnaître, élu lors du congrès du 6, 7 et 8 octobre 2017. Habiba Issa, elle sera avec nous. Je vais commencer avec vous, Bombo Kandje. Comment comprendre cette énième crise de l'Union des populations du Cameroun? Je pense qu'il y a un mot que beaucoup de Camerounais connaissent mais ne veulent pas utiliser. Il s'agit purement et simplement de la trahison. Qui trahit qui? Il y a mon frère Azébazé, les intellectuels, ils aiment parler de l'aile opportuniste. Il y a donc l'aile opportuniste de l'Union des populations du Cameroun s'est engagée à aller hors de la ligne définie par les Moumiers, Wandje et Oumniobe de l'époque, c'est-à-dire que non à la collaboration avec les Ojoulatistes. C'est comme ça qu'ils appelaient ce système, le système Ojoula. Donc c'est la trahison, purement et simplement. Donc, et effectivement, vous avez relevé tout à l'heure, elle expliquera mieux que nous, la présidente, elle a donc pensé que ce n'est pas normal, depuis ce qui se passe au sein de ce parti depuis 1992, ce n'est pas normal. C'est comme si l'UPC avait pris l'engagement de s'associer avec les bourreaux de leur leader. Donc, elles ont pensé que non, il y a une orientation fondamentale à conserver et elle est en passe de conduire cette orientation-là. Donc, c'est la trahison purement et simplement. Georges Sémé, dis-moi, Bombo a parlé de l'aile aux joulatistes, c'est-à-dire dans la continuité, on comprend qu'il y a d'abord eu le président Aïdjo, ensuite Paul Biya. Quel intérêt le pouvoir a à voir l'UPC divisé? Écoutez, je crois que le spectacle qu'offre l'UPC aujourd'hui, on en a presque l'habitude. Vous me demandez quel rôle le pouvoir a joué au sein de l'UPC. Un rôle important, je dirais que c'est un rôle important parce que depuis quelques années, depuis les années 90, il y a quand même plusieurs tendances au sein de ce parti.
Et l'État devra trancher soit en faveur d'une faction, soit contre une autre faction. Mais malheureusement, on se rend compte que c'est plutôt cet État qui joue le rôle de trouble-jeu. Et au fil des années, au fil des processus électoraux, on se rend bien évidemment compte que l'État s'y mêle parfois un tout petit peu. Et je crois que la crise actuelle, je ne parlerai pas de trahison bien sûr, la crise actuelle qui est latente au sein de l'UPC dénote encore que le pouvoir central tirerait certainement les marrons du feu, parce qu'il y a deux sons dissonants. Le son de Mme Abiba, qui est la présidente élue, comme vous l'avez présenté, oui, qui est contre une alliance présidentielle avec le RDPC. Mais il y a un autre son qui est totalement en contradiction avec celui soulevé par la présidente élue, qui est celui de M. Bapolipo, oui, qui dit qu'il faut faire cavalier avec le RDPC. Donc on en a presque l'habitude, et je pense que pour un parti historique, ça commence à devenir... c'est dramatique pour ce parti, qui est quand même un parti respectable, qui est quasiment le parti de référence au Cameroun, mais qui finalement est un parti maudit par les scissions, par les dissensions et les sons dissonants qui se poursuivent jusqu'au bout. Donc, pour conclure sur votre question, je pense que l'État a d'abord un rôle central d'unification de toutes les tendances à jouer, et à travers le ministère de l'administration territoriale, bien sûr, puisque c'est son rôle. Oui, on va y revenir. Voilà. Mais il a également, malheureusement, un rôle de sémeur de ses amis. Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce que cet État ne veut pas prendre ses responsabilités. Et là, je parle sous le contrôle de Bob qui pourra peut-être en dire davantage, mais je pense que l'État devrait prendre ses responsabilités, soit pour unifier ce parti et taire les querelles, parce qu'il s'agit quand même d'un parti qui est un parti républicain, et l'État ne gagnerait pas à ce qu'il y ait des scissions dans ce parti. Donc nous sommes à la veille d'une importante échéance électorale. C'est le moment où il faut taire complètement les querelles au sein de l'UPC. Alain Cussave, Jean-Sémé a parlé tout à l'heure de malédiction. On va revenir sur le rôle de l'État. Le bénéfice de tout ça, vous y croyez, vous? L'UPC est-elle maudite? Aucune organisation. On n'arrête pas à s'entendre depuis. Non, aucune organisation n'est fondamentalement maudite. C'est les hommes qui composent ou qui prétendent partager ou s'associer dans le cadre d'une organisation qui, en principe, a une idéologie, a un programme, un projet de société qui, dans la perspective des élections, devrait pouvoir présenter un programme électoral. Et c'est ces trois éléments-là qui fédèrent les personnes qui composent toute organisation politique. Donc, dès l'instant où les deux principaux dirigeants de l'exécutif d'une organisation, le président, la présidente en l'espèce, et le secrétaire général, prennent des chemins divergents sur ce qu'on aurait pu considérer comme étant juste un problème stratégique en matière électorale, la première question que tout analyste politique devrait se poser, c'est mais quelle est la structure ou l'instance de l'organisation qui décide des choix stratégiques conjoncturels de l'organisation du parti politique? Est-ce chaque individu, de par sa position, qui définit ou bien qui décide de l'option stratégique de l'organisation qui s'appelle l'Union des populations politiques, ou est-ce le Congrès qui est l'instance suprême, l'instance décisionnelle du parti, qui indique quelles sont les orientations, en tout cas le Congrès qui est l'instance qui réunit les délégués de la base, dont, comme on dit, l'instance suprême, qui définit les orientations. In fine, ce qui se passe à l'UPC aujourd'hui montre très clairement que, je suis désolé de le dire, j'aurais aimé que Madame la Présidente Abiba soit là, pour que je le dise en face d'elle, que ce groupe-là, auquel elle appartient, n'est UPC que de nom. Parce qu'on ne peut pas être UPC, le parti historique, dont le substrat idéologique a été construit, a été organisé autour de, non pas seulement de la contestation, mais de la remise en cause du système colonial que nous avons appelé tout à l'heure système latiste, parce qu'il y a un Français qui était un peu le parrain de tous les gens qui étaient contre l'indépendance camerounaise par les Camerounais, contrôlée par les Camerounais, et qui
dès 58, avec André-Marie Bida, après Aïdjo, après et jusqu'à aujourd'hui, a entendu donner une indépendance de façade au Cameroun. Et non pas celle que les Camerounais ont conquise à travers le mouvement nationaliste ou indépendantiste. Je préfère souvent parler du mouvement indépendantiste qu'incarnait l'UPC, des fondateurs que étaient donc les figures marquantes dans l'histoire sont SG, fait son SG qu'on a assassiné, Oumobert, fait son président Mounier, le chef du mouvement de l'ANK, Ernest Ouandjé, qui, même après l'indépendance, après l'indépendance officielle, qu'il considère comme étant une indépendance factice, a continué la lutte pour dire l'armée. La lutte, bon, oui, la lutte armée, pour dire le Cameroun mérite d'avoir comment je le dis, d'accéder à la souveraineté internationale sur la base d'un programme qui serve les intérêts de ses fils. Pas un programme dérivé qui est juste une façade qui sert les intérêts du colon qui continuerait à agir de la sorte. Donc, aujourd'hui, ce que je vois, et depuis le retour du multipartisme en 1992, en 1990 plus précisément, il me paraît évident, et contrairement à ce que dit Georges, il n'est pas dans l'intérêt de ce pouvoir que l'UPC, ou en tout cas les vrais... L'enjeu de l'unité ne m'intéresse pas à l'UPC. L'enjeu qui, de mon point de vue, en tout cas, d'analyse qui a lu un peu l'histoire politique de l'UPC, c'est quels sont les Camerounais qui, revendiquant le substrat idéologique des pères fondateurs de l'UPC, peuvent continuer leur œuvre. Et on ne fait pas l'unité pour mettre des gens qui ont qui sont d'idéologies différentes. Si je découvre que l'SG Balaguer, apparemment il expliquera sans doute mieux que certains. Il est quelqu'un s'il lui dit que c'est le président Biya qui est le meilleur candidat pour l'UPC, ça veut dire qu'il considère que ce que le président Biya fait, le président Biya dont tout le monde sait quand même qu'il est d'un point de vue moral, politique et programmatique successeur comment je dis, de l'aile qui a collaboré avec le colon. Il n'était pas sans doute dans les années 50 ou dans les années 40, mais dès 1962, quand il entre dans le régime, c'est le régime Aïdjo. Le régime Aïdjo est le régime que la France a mis en place pour ne pas véritablement se retirer. Et donc, qu'aujourd'hui on pense, quel que soit ce qu'on peut dire, que les évolutions de l'histoire, que l'UPC peut soutenir, ou bien peut ne pas présenter de candidature autonome, à défaut de présenter de candidature autonome, ne pas soutenir un candidat progressiste ou nationaliste dans la flopée des candidatures qui s'annoncent. On voit plutôt, ça ressemble à de l'opportunisme, ça ressemble à une démarche alimentaire, je suis désolé de dire ça comme ça ressemble à une démarche qui vise à capter plutôt des rentes pour soi et non pas pour mettre en œuvre le programme ou le projet que les pères fondateurs de l'UPC ont développé avec les Camerounais et qui a fait la fierté du Cameroun dans l'ensemble de l'Afrique, l'Afrique colonisée par l'Occident, pas seulement par la France, parce que je lisais Nelson Mandela un jour. Il disait que l'engagement de l'UPC à travers Mounobé et ses amis l'a inspiré. À l'époque, quand Mandela écrit ce livre, fait sa déclaration, il vient de sortir de prison, ce qu'il connaît du Cameroun, c'est-à-dire que le nationalisme qu'on lui a connu, la fidélité à la lutte, même si à la fin de son séjour carcéral, il a fait preuve de talent politique énorme pour négocier la transition qui a permis de sortir du système d'apartheid. On ne peut pas dire qu'on ait de telles références historiques et qu'on en vient à faire ces... Vous aurez remarqué, je parle sous le contrôle de mon ami et frère Bengal, que lors de l'élection présidentielle de 1992, c'est pratiquement le même scénario qu'on a observé. Pendant que le ministre Kodok, Augustin Frédéric Kodok, qui avait préempté un clan de l'UPC en 1990, avec lequel il était allé aux élections, tandis que les progressistes estimaient que non, dans les conditions sans conférence nationale, qui aurait permis de mettre en place un système politique, pour la première fois une constitution par laquelle les Camerounais définiraient le cadre de la vie politique et institutionnelle. Il
il est allé aux élections, sorti de là, il a soutenu pareillement le président Biya, pendant que un autre membre de ce groupe-là, un peu comme Mme Abiba aujourd'hui, je parle de Obélène, annonçait sa candidature comme président, mais à la fin, il s'était rallié à Bello Bouba, qui appartient au même socle idéologique, au djihadiste. En 1997, c'est cette fois-là le professeur Henri Obélène qui réussit à truster de manière un peu bizarre la direction de l'UPC ou la candidature de l'UPC et se présente aux élections en disant non, je représente l'UPC au lendemain des élections, on le voit dans le gouvernement. Il dit dans une conférence de presse qui se tenait à l'époque à la Maison des Jeunes et des Cultures où se trouvait le siège des journaux, le seul journal d'ailleurs pour lequel j'ai travaillé dans ma vie jusqu'ici, il dit moi je ne suis pas au gouvernement au nom de l'UPC. Mais quelques mois après, on le voit en train de faire des réunions pour revendiquer l'impérium directorial de l'UPC. En 2000, je crois en 2011, il y a parmi les différents groupes qui s'agitaient de manière opportuniste, la même chose s'est passée. Et donc, je conclue sur ce point-là en disant que ce qui se passe, et j'espère que Madame Abiba, oui, qui exprime son vœu ou son souhait de porter la candidature de l'UPC à l'élection présidentielle, n'est pas simplement dans une démarche de surenchère pour négocier. J'allais justement en arriver là, Bomba Brigade. Parce que Alex Gustave a parlé d'opportunisme, Valégal et autres. Est-ce que de l'autre côté, chez Mme Abiba, il n'y a pas de la surenchère? On ne voit pas ça comme ça. Pour elle-même, elle pourra mieux expliquer. Mais j'ai des appréhensions. Des appréhensions par rapport à l'un des ténors qui a annoncé d'ailleurs et soutenu sa candidature, il s'appelle le professeur Henri Ogbende. Pour qui connaît en fait, la petite expérience de journaliste reporter que j'ai, oui, d'analyse politique, j'ai des doutes. Et je voudrais même dire solennellement, parce que nous sommes Cameroun, nous voulons que le Cameroun et surtout l'UPC ait une identité propre. J'ai des doutes, je conseillerais à Mme Abiba de se détacher d'Henri Ogbende. Parce que Kodok disait un peu que c'était un renard, tout le monde connaît. Donc, en fait, c'est l'un des opportunistes. Et pour comprendre ça, ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter en février 1960. En fait, l'UPC est relégalisé en février 1960, oui, contre l'avis de ses pères fondateurs, de sa direction qui existait encore, parce que c'est Oumni Obessel qui était déjà assassiné. Donc Moumi existait, il était au Caire, oui, notamment, voilà, les autres étaient là, ils étaient en exil. Et Maïma Matip négocie avec Ayidjo, et vous allez remarquer qu'il n'a jamais voulu s'expliquer pour ce qui s'était passé sous Maki, parce qu'il était l'un des principaux témoins. Et là, un autre de mes parrains, Bakamba Tonje et moi, nous avons fait publier un opuscule à ce niveau. On a dit pour dire que Maïma Matip a été celui qui a trahi C'est pour ça que le mot traite, il faut l'utiliser en politique, mon ami Georges. Il faut l'utiliser, c'est comme ça dans cet environnement-là. Donc, en fait, Maïma Matip, entre gouvernement, avec, d'ailleurs, à l'époque, l'UPC obtient 10 députés. Il commence donc sa politique de collaboration qui le conduit même à obtenir le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et il faudrait dire qu'il est le parrain de Hoogmelinde. Je l'ai vu, vous verrez tous les historiens, même Serge Soro, Daniel Abois, vous le diront. Donc, en fait, vous allez remarquer qu'en 92, lorsque le professeur Hoogbe, venant du RDPC de France, arrive, et sa candidature est rejetée. Voilà, parce que, dit-on, il n'a pas de résidence continue, d'acte de naissance, voilà. Mais, sauf que, après, pourquoi sa candidature est alors acceptée en 97 où les Bello Bouba, les Frundi boycott, il fallait maintenant donner un crédit à cette élection-là. Et comme disait Azebazé, il vient et dit moi j'entre au gouvernement à titre personnel. Ça, il entre au gouvernement le 7 décembre 1997. Et c'est en février 1998 qu'il vient donc tenir un meeting à l'esplanade de stade Omnisport, de la Renfio, stade de la Réunification, et cette conférence de presse, on parle à Azebazé, pour dire, mais attendez, les gens lui dit, mais vous êtes, l'UPC vous a investi.
Parce qu'à l'époque également, en septembre 1996, l'UPC tient un congrès dit unitaire, où l'essentiel de ses membres, de ses dirigeants sortent de ce qu'on pourrait appeler l'aile dure, ou alors l'aile progressiste qui s'est convertie, qui s'est muée en UPC des fidèles aujourd'hui. Et Maïma Matip, avec les autres, manœuvre. Parce que dès la première session de leur comité directeur, parce que le congrès était pensé terminer le 16 décembre 1996, le comité directeur qui dirige le parti entre deux congrès, la première session se tient le 15 décembre 1999, non, à la salle de fête d'Akwa. C'est Massoade Bernard Personnam, qui était pourtant du côté de Kodok, qui vient dire à Mokoko Puzo, il vient également de mourir, qui était élu secrétaire à l'organisation, et Andor Michel qui était élu secrétaire, que camarade Maïma Tip a décidé d'avoir vos têtes. Vous êtes dit à Andor Michel, tu es secrétaire général, joue le jeu. Quand tu as le document, apporte-les au comité directeur, présente-les pour que l'UPC adopte une orientation bien claire. Parce que l'orientation adoptée au congrès de 1996 n'arrange pas le pouvoir en place, n'arrange pas le pouvoir. Bon, donc Michel voulait jouer un peu à l'équilibré de tout ça. Bon, il a eu, Maïma Tip l'a eu, en fait, a eu raison sur cette aile-là. Et c'est comme ça que naît donc l'UPC des fidèles après les législatives de mai 97. Voilà, de décembre, parce qu'il y a les élections législatives en mai 97. Le comité directeur qui venait donc faire le bilan de ces élections-là, qui s'est tenu au foyer Ndjonjo, à Bonapriso, l'église évangélique, au foyer de l'église évangélique, Maïma Tip a réussi à monter le comité directeur contre cette aile-là. Malheureusement, c'est ce qu'on a foutu aujourd'hui. Donc, voilà, on va revenir près de nous. 2013, avant les municipales législatives de 2013, on a quand même vu le rôle joué par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, dans l'optique de fédérer tous ces groupes de l'UPC qui se faisaient. On a quand même vu le résultat, quelques députés, des mairies qui ont été arrachés. Est-ce qu'il y avait une intention derrière? Le gouvernement était de bonne foi, Georges? Écoutez, mes prédécesseurs viennent de dresser un tableau assez impressionnant de l'histoire du processus de croissance de l'UPC. Et dans ce processus, on observe, comme vous le relevez, effectivement, cette intervention de l'État dans son rôle régalien d'assainissement de la vie au sein des partis politiques, d'essayer d'unifier toutes les tendances au sein de ce parti. Mais on se rend finalement compte, et tout le monde peut apprécier la catastrophe qui s'en est suivie, on se rend compte que malgré cet effort de l'État, l'UPC est toujours en proie à des dissensions. D'autant plus grave aujourd'hui que ces dissensions prennent racine au sein de l'UPC pro-gouvernemental. Je parle sous le contrôle des médiocres panélistes qui sont plus anciens que moi. Alex. Au sein de l'UPC pro-gouvernemental, qui est aujourd'hui incarné légalement par Mme Abiba Issa. Donc, je pense que la crise en 2018 est profondément, extrêmement grave que celle même qui s'est déroulée auparavant, parce que depuis l'accord gouvernemental qui a été passé entre l'UPC et le gouvernement camerounais, il y a quand même eu une certaine quiétude au sein des relations, des rapports entre le RDPC et l'UPC, parce que on se partageait le gâteau national, l'un soutenait l'autre dans certaines circonscriptions, et il y avait un accompagnement mutuel dans ce partage du gâteau national. Mais aujourd'hui, c'est cette UPC pro-gouvernementale qui est en train de voler en éclats. Donc c'est la préoccupation fondamentale sur laquelle on devrait revenir, même si Mbombo et le grand Gustave Azebazé, c'est bon à savoir. Tout ce que vous avez dit sur l'histoire de l'UPC, c'est très bon à savoir, mais la préoccupation fondamentale aujourd'hui, c'est de constater que l'UPC pro-gouvernemental est en train de voler en éclats parce qu'il y a une certaine échéance présidentielle qui se profile à l'horizon. Donc je pense que je n'ai pas toutes les données qui me permettent de dire que l'État tire les marrons du feu, mais je crois que c'est tout comme. Parce que Mme Abiba a été élue. Elle est la vitrine légale de l'UPC. Elle incarne cette coalition pro-gouvernementale entre l'UPC et le RDPC. Mais d'où vient-il que, dans l'exercice de ces fonctions légales, que
son secrétaire général, s'il vous plaît, avec d'autres personnalités de ce parti, viennent à complètement battre en brèche une décision qui est incarnée par une présidente légale. Alors, ça veut dire certainement qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a de l'eau dans du gaz, et on n'est pas loin de la création d'une énième tendance de l'UPC. Une autre L. Oui, une autre UPCH Abiba, qui vient de l'UPC pro-gouvernemental. UPCH et UPC oui, il y en a tellement maintenant qu'on s'y perd. Oui. Et moi, ma crainte maintenant, c'est que... Ma crainte maintenant, c'est que cet UPC qui marchait, qui filait le parfait amour avec le gouvernement, accouche encore d'une autre tendance, et on sera en face d'un gros scandale politique avec en toile de fond cette élection présidentielle, au bout de laquelle vous savez qu'il y a d'importants enjeux financiers, et également cet enjeu de s'attirer les bonnes grâces du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc c'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc je ne sais pas si c'est la figure de Mme Abiba Issa qui ne plaît pas à certains. Je ne sais pas si l'État du Cameroun, bon, là je vais parler du ministère de l'administration territoriale, je ne sais pas si c'est ce ministère qui est en train de tirer les marrons du feu, ou alors tout simplement on assiste à une nouvelle scission, ou alors à une déliquescence de ce parti. Certainement avec la candidature qui est de Mme Abiba Issa qui a été annoncée, et c'est elle certainement qui sera la candidate, on verra plus clair dans ce qui se passe. En une petite seconde, les choses comme elles sont. Nous sommes journalistes, il s'agit de la bassaïsation de l'UPC. Oui, on devait y arriver. Oui, c'est ça que ça. Donc, même depuis 2014, on est passé à c'est bien fait. On en est revenu à la bassaïsation de l'UPC. Est-ce que ça c'est Mme Abiba Issa qui déplaît à certaines personnes, à certains caciques de l'UPC? Parce qu'il faut également étudier cette il faut dire la question que posait le modérateur. Oui. Est-ce que le pouvoir tire le marron feu? J'ai dit oui. Le pouvoir, Azebazé l'a dit. Moi, je ne veux pas une UPC. Parce que je n'ai pas toutes les données qui me permettent de dire. Non, mais tout à fait, je l'assume ce que j'ai dit. Le pouvoir, après le congrès de 96, parce qu'il faut rire qu'à ce moment, les 18 députés de Kodor, je pense qu'il est resté avec 2 seulement. Parce qu'il était déjà même gouvernement et il n'était plus. Donc, les autres députés, Ouma Beto, Toko Mangan, qui étaient venus tout, ont fait un congrès unitaire à Yaoundé en 96. Et Kodoga a tenu un congrès à Maka qui n'avait même pas de récépissé. Donc, des textes même réglementaires de la République, on ne devait pas valider, prendre acte de ce qui s'était passé à Makak. Parce que le congrès de Yaoundé a dit, mais comme pour le pouvoir au jour-là, une UPC réunifiée, forte, va créer des problèmes. Et là, il faut faire quelque chose pour diviser, c'est tout. Alex Gussa, vous voulez réagir? Oui, je suis un peu surpris que mon jeune confrère ami, Georges, dont je crois être un analyste politique, et pour l'avoir souvent vu sur les terrains de reportage politique et autres, il dit que non, je n'ai pas les éléments pour... Bien sûr. Non, vous ne pouvez pas dire... Attendez. Je les ai pas. D'abord, on sait que l'UPC, historiquement, est un mouvement qui a été fondé contre ce qui se fait actuellement au Cameroun. Là. Si on le sait, dès l'instant où des gens, quelle que soit la raison, certains disent souvent que Kodokan, il voulait continuer à manger, comme il avait fait à son âme, hein, comme depuis 1962, quand on l'expulsait de l'UPC, c'était toujours... Non, 59. Quand on l'excluait de l'UPC. Quand en 90, il revient, il tombe toujours du côté du pouvoir. Vous savez pourquoi? Mais il y a le venin que le colon a injecté dans l'UPC, justement pour briser le mouvement nationaliste camerounais. Et c'est important ce que je dis, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que j'entends souvent les gens dire, un matin tu entends, on dit que tel monsieur est devenu patriote ou panafricaniste ou je ne sais pas trop quoi. Mais non. Les lignes historiques d'analyse ou de perception du nationalisme, un terme que j'aime pas beaucoup parce que dans l'histoire, le nationalisme a abouti à l'exclusion des personnes sur la base de leur identité. Oui. J'aime pas le nationalisme. Je préfère le patriotisme et l'indépendance. L'indépendance, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que chacun de nous, et moi en tant que Camerounais, j'infère à considérer que le Cameroun a le droit d'avoir le plein contrôle de ses ressources. Ressources naturelles, ressources
ressources humaines, ressources économiques, ressources financières, le Cameroun a le droit en tant que nation de les avoir. Il ne doit pas passer par quelques puissances tutélaires. On peut avoir des partenaires, parmi lesquels la France, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, en tout cas toutes les puissances que vous pouvez imaginer. Mais aucune puissance ne doit déterminer dans son intérêt la politique qui doit se définir au Cameroun. Or, vous savez très bien que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça n'a jamais été le cas depuis qu'on a dit officiellement que le Cameroun est indépendant en 1960. Donc, si on n'analyse pas l'évolution de l'UPC, ou la situation de l'UPC, sur la base de ce paradigme-là, on va entretenir l'opinion dans la confusion, en faisant quoi qu'un petit peu être dans le gouvernement de ce gouvernement-là, et continuer la ligne historique de l'UPC. Non. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie de prendre position dans la querelle actuelle entre Madame Ebiba, la présidente, et M. Balaguel. Vous me donnez presque raison. Alors. Non. J'ai posé la question tout à l'heure. Je suis quand même étonné que pour une échéance importante comme l'échéance présidentielle, puisqu'ils ont choisi d'aller aux élections, que ce soit chacun qui se lève pour donner la ligne du parti. Mais la ligne d'un parti politique, c'est défini au Congrès. C'est comme un journal. La ligne éditoriale d'un journal, chaque journaliste ne définit pas sa ligne. Absolument. Mais il faut peut-être dire ici que Mme Abiba a été investie par un comité directeur. Voilà. Or, monsieur le secrétaire général Balaguel a fait une déclaration comme ça, unilatérale. Mais ils auront beau être parti allié au LDPC. Il reste que dans le principe de l'organisation sérieuse des partis politiques, quelle que soit leur démarche stratégique, il y a des organes qui sont qualifiés ou outillés pour définir ou pour décider de la stratégie électorale ou la stratégie politique du parti à un moment donné. Je suis étonné, on l'a dit, c'est mieux que ce soit vous qui le dise. C'est un terme que j'aurais jamais utilisé. Bassaïsation. Si c'est moi qui l'avais dit, on serait venu dire que... On y arrive avec c'est gênant d'en arriver là. Oui, faut qu'on se comprenne. Est-ce que on comprend? C'est la démarche de Balaguel qui fait sortir Abiba pour la présidence comme candidate. Qu'est-ce qui dérange? Est-ce qu'elle était préparée à ça? C'est parce que Balaguel a décidé de ranger l'UPC derrière Kolbia que Mme Abiba sort pour brandir sa candidature. Est-ce qu'elle était préparée à ça? Je ne sais pas. C'était préparé? Je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que l'UPC, depuis le dernier congrès que vous avez annoncé tout à l'heure, en octobre 2017, s'était engagé à présenter un candidat pour la présidentielle qui allait arriver. Oui. Et dans ce parti-là, on laisse la base choisir. Parce qu'en fait, on ne se choisit pas, on ne s'investit pas. Oui. Vous ne pouvez pas venir dire que je suis candidat pour l'UPC, bon, je voudrais. Non, c'est la base qui vous investit, notamment les sections l'UPC. Ils font les propositions au comité directeur qui dirige le parti entre deux congrès. Et c'est sur la base de ça qu'on établit, qu'on désigne le candidat par le comité directeur. Et maintenant, il fallait effectivement, le Congrès avait énoncé ces orientations-là. Il fallait définir, parce que le candidat investi, on lui a dit, tu as le coup de franche, tu pourras le coup de franche, mais comment procéder aux négociations? Effectivement, il y a une aile kodokiste et une autre aile hokbéiste qui pensent qu'il faut continuer l'alliance que Kodok et Hokbe, de part et d'autre, avaient signée. Encore que les Hokbe, tout ça, c'est l'UPC pro-gouvernemental. Oui, dans la même, mais également, non, parce que peut-être faut dire quelque chose de fondamental. Oui, c'est l'UPC pro-gouvernemental, mais sauf que au cours du congrès de 96, ils ont fait, après le coup de 97, juillet 97, où l'UPC des fidèles est né, ils ont sorti également une autre orientation, mais là c'est à l'interne. C'est-à-dire que ceux qui pensent qu'ils définissent, qui sont sur la ligne de Oum, il y en a qui sont restés. Il y en a qui sont restés pour, à la longue, récupérer le parti. Et là, le pouvoir est très vigilant. Il les contrôle. C'est comme ça que les Lucas sont arrivés à la voilà, donc, en moins d'un mandat après, on les a expulsés. Voilà, vous allez remarquer que 2014, le congrès qui élu Onana Victor, lui, comme disait Ateba, il n'est pas son âme, du pays organisateur, il est combattu par le pays organisateur. Parce qu'il veut rester sur la ligne de Bouli Léonard, de Oumniobe et de tout.
C'est-à-dire, mais attendez, c'est quand même, tu t'appelles quand même, on a dit non, je suis. C'est pas moi qui ai créé le parti. J'ai trouvé un parti qui a une orientation idéologique et tout, donc je ne peux pas. J'ai une ligne. Donc, il est donc arrivé au cours du dernier congrès, les militants ont dit non à la collaboration avec le RDPC. Et ils ont dit l'alliance RDPC-UPC signée par Kodok n'existe plus, elle est caduque. Il fallait maintenant formaliser cela sous la forme de résolutions. Et là, je le dis ici, pour avoir vécu un certain nombre de choses, c'est que le secrétaire général élu, docteur Baleg Elnkot, qui nous regarde, il falsifie les résolutions de ce congrès. Et des dépôts de telle manière que ce qui est au MINAT, qui a été acté par le MINAT, n'a pas ces orientations-là. Voilà. Alors que les militants avaient dit non à la collaboration avec le RDPC. Justement, le fait du jour, le temps pour nous de permettre à notre invité, Mme Abiba, présidente de l'UPC, de s'installer confortablement. Le fait du jour. On revient juste après. Voilà, retour sur le plateau des Kinorsois, toujours en compagnie de Georges Sémé. Bonsoir, Georges. Bonsoir. Noé Bengan, bonsoir. Bonsoir. Alex Gustave, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Madame Abiba Issa, bonsoir. Bienvenue chez Kinorsois. Merci, bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Voilà. Très bien. Bon, voilà, Madame, dites-nous, qu'est-ce qui se passe encore à l'UPC? Vous demandez ce qui se passe à l'UPC? Encore? Encore? Oui. Au mieux dans votre UPC. Je crois qu'il y a une seule UPC, parce que l'autre UPC, c'est l'UPC Maïdem ou alors l'UPC Fidèle. Oui. L'UPC tout court, où je suis présidente et comme secrétaire général Baleg Elnkot, il y a un malentendu entre les deux élus. Et quand nous avions été élus, je crois que j'ai travaillé avec lui avec toute naïveté. Je n'ai pas eu des arrière-pensées, je n'avais pas des calculs derrière la tête. J'étais élu, je sais que j'ai mon collaborateur, on devait travailler ensemble. Bon, mais à ma grande surprise, plus tard, je me suis rendu compte que tout était calculé, tout était ciblé, et je me retrouvais devant les faits accomplis, où on décide comme ça, on fait ce qu'on veut, on me met devant les faits accomplis. Finalement, si je restais tranquille, j'allais me retrouver comme si je n'avais plus de fonction à l'UPC, ou je n'ai plus de fonction à l'UPC. Je reste comme une marionnette qu'on peut traîner comme ça. Et bon, peut-être c'était ça le but, mais je crois que le choix a été... Ils se sont trompés du choix. Plus tard, ils ont compris que je ne peux pas céder à certaines choses. J'ai bel et bien vu ce qui se passe. Je ne suis pas dupe. Je connais très bien, j'ai la tête pleine. Je ne peux pas accepter qu'on m'impose des choses que je sais que dans ce parti, j'ai un mot à dire. C'est ça qui a inspiré votre candidature à la candidature? C'est pas ça qui a inspiré. Et je peux dire que toute chose dans la vie est une providence. Je peux dire que c'est la providence qui a fait en sorte que je sois à l'UPC. Je ne suis pas née de famille UPC comme ils se réclament. Mes parents sont morts lors de maquis, mes parents sont morts avec... c'est comme on dit là-bas. Tout le temps. Vous êtes nouvelle, vous venez d'arriver, ainsi de suite. C'est pas s'il y a un diplôme de longévité. Vous n'avez pas fait 10 ans, ainsi de suite. Même la commission... Pourtant, vous avez été élu, hein? J'ai été élu. Bien sûr, au congrès du 6, 7, 8 octobre 2018. 2017, pardon. Et donc, et je sors d'un autre bureau, parce que je sors du bureau Onana Luka, j'étais vice-présidente. Donc, j'étais vice-présidente, je me suis présentée au congrès et je n'ai pas forcé la main. Ce sont eux-mêmes qui m'ont choisi. Pourquoi m'avoir choisi? Plus tard, je comprends que c'est peut-être vu mon âge, ma durée au parti, ou alors mon origine. On s'est dit peut-être, voilà, quelque chose qu'on peut manipuler facilement. Et
Je ne peux pas accepter cela. Ceux qui m'écoutent, ceux qui croient que c'était pour ça, je leur dis haut et fort qu'ils se sont trompés. Qu'ils sachent que dans cette Afrique, ils ont tout dit en disant que, plus tard, peut-être même vous êtes une Peul, peut-être c'est que Aïdjo est venu, a fait aux UPC, vous êtes en train de vouloir achever cela. Mais qu'ils sachent que l'homme Peul n'est pas l'homme qu'on peut marcher dessus comme ça. Si on parle en Afrique, combien de pays africains où ce sont les Peuls qui dirigent? Combien de pays africains? Ici au Cameroun, le tout premier président camerounais, c'était un Peul. Dans le pays africain que nous sommes aujourd'hui, des Africains, Mali, Sénégal, Guinée, Conakry, tout ça, ce sont des Peuls. Donc c'est un peuple qui aime le pouvoir, qui sait gérer le pouvoir et qui n'accepte pas qu'on les marginalise, quel que soit mon aspect genre, qu'on comprenne cela. Je crois que Madame la Présidente a dit des choses. Ça renvoie à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la bassaïsation de l'UPC. Absolument. C'est quoi? Dites-nous, les gens qui nous regardent, ça veut dire quoi, bassaïsation de l'UPC? Ça veut dire qu'il faut confiner l'UPC dans un cercle clanique, tribal bassa. Et ça commence avec Maïma Matip, c'est pour interpeller mon frère Maïma Matip Mandombol. Donc en réalité, voilà un bonhomme qui à l'époque milite à la jeunesse démocratique camerounaise, qui n'est même pas, contrairement à ce que certains historiens pensent, un mouvement inféodé à l'UPC. C'est un mouvement, comme on peut créer une association qui regroupe tout le monde. Mais il dit, et alors que Moumi existe, les deux vice-présidents sont là, Wandji et King Abel. Non, il engage la réconciliation, alors qu'il a participé à l'assassinat de Moumi. Il commence à dire, mais oui, les Bamileke vous trompent. Ou mais ceci, ils ne veulent pas faire la guerre. Alors qu'ils n'étaient même pas dans la direction du parti. Vous vous rendez compte, c'est comme ça. Donc il engage ce qu'on appelle réconciliation. Il intègre, il négocie avec Aïdjo pour prendre la direction du parti avec ces gens en 1960. Et c'est ça qu'il continue. Donc malgré le parti unifié de 66, et il intègre, vous l'avez vu, vice-président de l'Assemblée nationale. Mais lorsque revient donc le multipartisme en février 91, c'est ça qui continue. Donc même, comme dit la présidente Abiba, Dika a quoi été victime. Mais comme il avait, j'allais dire, la poigne, il avait l'autorité nécessaire, il était ici, et surtout ancien militant, et connaissant les rouages du parti, il réussissait à cordonner les par la tête. Et là, donc, vous allez vous demander que c'est à ce moment, lorsqu'on ne procède pas de manœuvre pour enlever Dika et mettre Ndetoumaza, précisément parce que c'était calculé. On sait que c'est une icône, l'âge aidant, voilà, il ne pourrait pas. Donc, et l'autre orientation, c'est quoi? C'est que non, comme Oumniobe était un Bassa, le poste de secrétaire général doit revenir au Bassa. Même ça, on le leur concède. Il arrive donc quoi? La signature des accords avec le RDPC. En fait, vous allez remarquer que Kodoxi, avec un député de Honkam, il s'appelle Fayou de Hapi. Lorsque le gouvernement sort, Fayou de Hapi n'y est pas. Ça veut dire qu'il faut enlever les anglo-bami, donc l'aile bamileke de l'UPC. Tout ça, c'est l'un des orientations données par Maïma Matip à partir de 58. Il faut que les générations comprennent ça. Donc c'est ce que est victime aujourd'hui la présidente Abiba. C'est-à-dire là, on ne regarde pas l'engagement, on ne regarde pas. Vous voyez donc, quand vous dites, quelle est cette union des populations Bassa? Si c'est l'union des populations Bassa, alors à ce moment-là, on organise un congrès, on change de dénomination, et les Bassa commencent à continuer à gérer leur parti, personne n'y viendra. Donc en fait, c'est cela, c'est de ça qu'il s'agit. Même lorsqu'il faut élire un secrétaire général au sein de ce parti, là on rentre alors dans un critère qui n'est pas écrit, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pas du tout, mais qui a été imprimé par Maïma Matip, entretenu par Kodoke Hogbe, et comme ils ont les soutiens, parce que encadré par l'administration qui veut tribaliser les partis, regardez même l'UNDP. On enlève Samuel Bois, pourquoi? Pourquoi on confie l'UNDP à Bello Bouba? C'est ça. Il faudrait ramener. Donc, nous sommes en train de vouloir le faire avec Kamto.
Et même pour ça que là, c'est une virgule, j'apprécie l'orientation du professeur Camto, qui est allé dans le Grand Nord. Oui. Il laisse même, il reste même l'Ouest où il est originaire. Il faut continuer. Donc, en fait, c'est cela. Donc, on entretient ça. Quand vous voulez lire même un secrétaire général, on vous dit, ah, mais non, vous n'êtes pas d'Union Ekele. Donc, puisque vous n'êtes pas d'Union Ekele. Même parmi les Bassards, même parmi les Union Ekele, la Sanaga maritime n'a pas de oui, oui, il fallait même, quand on fallait lire, même Lucas Basile, on dit que bon, on vous prête ça pour un mandat, et voilà. Et maintenant, entre les Union Ekele, on va vous dire, maintenant, vous n'êtes pas d'Oxlou. Dites alors. Je veux dire, regardez là où on va ramener le parti qu'a dirigé Moumié. Donc, en fait, ce que dit la présidente Abiba, il a raison. Malheureusement, vous ne pouvez pas continuer. Voilà, merci Bobo, merci à vous. On va faire un tour du côté de la rédaction. Cédric Noufélé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Oui, qu'est-ce que vous avez au menu du 20h aujourd'hui pour nous, pour les téléspectateurs de télévision? Voici les grandes lignes de l'information à suivre au journal de 20h. Sur la route d'Etoudi 2018, nous ferons le point sur les dossiers de candidature déposés à Elecam. Le bâtonnier Aker Emouna et Isaac Feuzeux font partie des 6 prétendants dans cette course pour la présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Et toujours dans ce chapitre politique, vous saurez pourquoi la toile s'est embrasée après cette scène où des effigies, des gadgets aux effigies du MRC ont été brûlés lors d'un meeting du parti au pouvoir, le RDPC, en présence de la 3e personnalité de la République du Cameroun. La fièvre électorale est moins dangereuse que l'épidémie de choléra qui fait des ravages au Cameroun au regard des 43 cas traités jusqu'ici et un mort officiellement enregistré. Nous allons évaluer dans le journal de 20h les mesures gouvernementales qui ont été mises en place pour contenir cette épidémie. D'autres chiffres encore plus inquiétants dans le chapitre santé, ce sont les nouvelles infections au VIH-Sida enregistrées ces 12 derniers mois. Vous le suivrez dans ce journal, comment des jeunes filles de 14 à 24 ans sont les plus infectées au Cameroun. Et ces questions de santé préoccupent également le grand maître de l'Ordre de Malte, qui est en visite officielle au Cameroun. Il est arrivé ce soir. Nous évoquerons les enjeux d'une telle visite officielle et le tête-à-tête annoncé entre le grand maître de l'Ordre de Malte et le président de la République du Cameroun, prévu mardi en mi-journée. Ces titres et bien d'autres seront développés à 20h. Serge Alain. Voilà, merci Cédric Noufélé. Et après vous, après votre journal, on va en deuxième partie parler de cette guerre. Hein. On va le dire comme ça, la bataille, je l'ai appelé comme ça, la bataille de Marois entre le MRC et le RDPC et le combat perpétuel Jules Dorin Dongo et Grégoire Mbamba. Ce sera en deuxième partie de Equinox Soir. Madame, monsieur, on se retrouve juste après.